We're close. There should be no waste in it. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette seconde partie des chroniques vidéoludiques sur Assassin's Creed premier du nom. Alors, entrons tout de suite dans les faits, comme disait Peter Pan, en nous attaquant immédiatement au scénario du jeu. Donc, Desmond Miles, innocent barman, a été enlevé par l'entreprise d'Abstergo, et il est contraint de se plonger dans l'Animus. En effet, le jeune homme appartenait autrefois à la confrérie des assassins, qu'il a volontairement quitté afin de vivre sa vie. Manque de bol, ce n'est pas en tant qu'assassin qu'il est capturé, mais en tant que cobaye. L'Animus étant une machine permettant de revivre les souvenirs contenus dans l'ADN de son utilisateur. Contraint et forcé, Desmond se plie aux règles de Warren Vidic, tandis que Lucy Stillman s'efforcera régulièrement de donner des explications à Desmond sur ce qui l'entoure. Il se rend donc dans le passé, voyant alors par les yeux de son ancêtre. Altaïr Ibn Lahad, le meilleur assassin de sa confrérie, est envoyé avec deux de ses frères, Malik et Kadar, pour récupérer le fameux trésor des Templiers. Une mission pendant laquelle Altaïr, débordant d'arrogance, bafoue un à un les préceptes de son ordre, allant jusqu'à défier ouvertement Robert de Sablé, un des plus grands ennemis des assassins. Malheureusement pour lui, sa tentative de meurtre échoue et il retourne bredouille à Masyaf, la forteresse des assassins, où il se doit d'avouer son échec à son maître, Al-Mualim. Mais Malik, miraculeusement épargné, arrive malgré tout avec le fameux trésor, révélant qu'Altaïr a provoqué cet échec. Mais vu que les croisés n'avaient pas l'intention de laisser leur trésor mettre les voiles comme ça, se sont lancés à la poursuite de ce dernier, assiégeant ainsi Masyaf en nombre. Mais grâce à un piège astucieux, les assassins provoquent la débandade chez leurs ennemis. Cependant, l'erreur d'Altaïr était beaucoup trop grave pour qu'on lui passe l'éponge aussi facilement, et il est alors exécuté. Mais pas vraiment, puisqu'il reprend bien vite conscience, dépouillé de son attirail. En effet, Al-Mualim n'a pas particulièrement envie de laisser son meilleur élève disparaître, alors qu'on pourrait encore avoir besoin de lui. Il lui impose donc une quête avilissante, repartir depuis l'échelon le plus bas de la caste, ne lui offrant de retrouver son honneur qu'une fois qu'il aura éliminé 9 cibles, appartenant autant au camp des croisés qu'à celui des musulmans. Tamir, le marchand d'armes, Garnier de Naplouse, le grand maître des hospitaliers qui faisait des expériences inhumaines, Talal, le marchand d'esclaves, Aboul Noukoud, le prince des marchands qui fera empoisonner tous ses invités lors d'une fête, Guillaume de Montferrat, le régent d'Acre qui espérait s'emparer du pouvoir de Richard Cœur de Lion, Majd ad-Din, le régent de Jérusalem, tortionnaire et avide de sang, Sibrand, le chef paranoïaque des chevaliers teutoniques, et Joubair al-Hakim, le fanatique brûleur de livres. Mais alors qu'il les exécute les uns après les autres, Altaïr se rend bien compte que quelque chose cloche. Ses victimes ne semblent pas si mauvaises que ça, et certaines semblaient même persuadées de véritablement agir pour une noble cause. Certes par des moyens cruels, mais il s'agissait à leurs yeux d'un sacrifice nécessaire. Même en étant au seuil de la mort, certains ont toujours des arguments afin de défendre leurs actions, ce qui perturbera le héros. Et il aura beau s'en remettre aux différents graphiques, ceux-ci le persuaderont qu'il s'agissait juste de fous ou de monstres persistant à se couvrir malgré l'approche de la mort. Il apprendra même de la bouche d'Al-Mualim que ces cibles sont en fait toutes liées par une même confrérie, celle des Templiers. Des Templiers qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Car oui, Abstergo, l'entreprise pharmaceutique multitentaculaire qui possède pratiquement le monde entier, est en fait une couverture pour les Templiers qui existent encore de nos jours. Au fur et à mesure de ses hésitations, Altaïr va devenir de plus en plus sage, on suppose donc que les différents assassinats se font sur un délai de plusieurs mois, voire plusieurs années. Il va finir par reconnaître ses propres erreurs, mais aussi commencer à remettre en cause son ordre en se posant des questions sur le but véritable de toute cette histoire. Cette sagesse lui permettra finalement de se nouer à nouveau d'amitié avec Malik, l'assassin du début, qui nourrissait une violente rancœur à l'égard d'Altaïr pour cette raison. Et en toute honnêteté, il y avait de quoi. À cause d'Altaïr, le mec a perdu un bras, son frère, et comme il était mutilé, on l'a collé à un poste de Rafik à Jérusalem. Parce que, un assassin manchot, il risque d'avoir du mal à escalader quoi que ce soit. Tu m'étonnes qu'il lui en veuille. Alors qu'il retourne à Jérusalem dans le but d'éliminer sa 9e et dernière cible, Robert de Sablé, alors qu'il était venu assister à l'enterrement de Majd ad-Din, vous vous souvenez, le mec qui pendait à tort et à travers. Mais il tombe alors dans un piège. Altaïr se démène comme un beau diable et finit par mettre à terre de Sablé, qui est en fait une femme. Maria de Thorpe, une templier aux ordres de Robert de Sablé, qui lui révèle l'intention finale de son maître. En effet, avec tous les meurtres perpétrés dans les deux camps, de Sablé compte pousser Richard Cœur de Lion, chef des croisés, et Salah ad-Din, le maître des musulmans, à s'allier contre un ennemi commun, les assassins, qui ont massacré de nombreux hommes dans les deux camps. Altaïr prévient Malik de chercher les informations à ce sujet, puis fonce à Arsouf où doivent se réunir les deux forces. Il massacre alors de nombreux, très nombreux soldats, bordel de merde, pour finalement atteindre Richard et de Sablé. Il expose alors son plan et ses intentions que de Sablé réfute sans hésiter. Logique. Richard ne pouvant choisir et doutant de son bras droit, il choisit de s'en remettre au jugement de Dieu, c'est-à-dire de laisser les deux opposants s'affronter jusqu'à la mort d'un des deux participants. Une fois le duel achevé, on considérait que Dieu avait soutenu celui qui disait vrai. C'est donc parti pour un duel final et... Oh merde. Alors, les duels sous jugement divin, c'est pas censé être en 1 contre 1 normalement. Enfin bon,
Altaïr ayant déjà massacré plusieurs milliers d'hommes à lui tout seul, c'est clairement pas une dizaine de plus qui va lui faire peur. Il s'en débarrasse sans peine, et c'est alors que De Sablé intervient dans le combat, en seul à seul. Du coup, ça servait à quoi de me faire affronter tes gardes? Non, parce que si ça avait été une manœuvre de De Sablé pour être sûr de gagner, j'aurais pu comprendre. Et à ce moment-là, je crois que Richard Cœur de Lion l'aurait quand même ramené, non? C'est pas juste un PNJ, c'est le roi. Et s'il donne un ordre, on lui obéit. Enfin bref, Altaïr le met à terre et finalement l'exécute. Et c'est là que vient l'ultime révélation du gredin. Al-Mualim n'avait fait qu'éliminer ses anciens compères, dans le but d'acquérir le fameux trésor de Templier pour lui seul. Et ce trésor est l'Orbe d'Éden. Un artefact d'origine encore inconnue, mais qui semble avoir été créé par une civilisation antérieure. L'Orbe d'Éden ayant les facultés de... je sais pas. Enfin, j'avoue que c'est pas super clair en fait. La pomme d'Éden, comme on l'appelle aussi, semble pouvoir manipuler les esprits, créer des illusions, mais elle est aussi capable de tuer directement ou de paralyser une cible. Sauf qu'au fur et à mesure de la licence, on se rendra compte que les pouvoirs de l'artefact sont assez gigantesques, parfois même assez contradictoires, voire limite du pur Deus Ex Machina. Entre temps, Desmond est à nouveau tiré de l'animus pour apprendre qu'un groupe d'assassins a débarqué afin de tenter de le sauver. Malheureusement, ceux-ci sont éliminés sans parvenir jusqu'à lui, et au final, il apprend que les assassins ont majoritairement été éradiqués dans le monde entier. Mais aussi que Lucy joue double jeu, tentant depuis le début d'assurer à Desmond un avenir relativement safe. Retournant à Masyaf afin d'affronter son maître, Altaïr se rendra compte que toute la cité, ainsi que tous ses compères assassins, à l'exception de Malik et quelques autres fidèles, ont été corrompus par l'Orbe d'Éden. Il vient confronter Al-Mualim, qui tente de profiter de l'artefact pour vaincre son élève. Mais parvenant à retourner la situation à son avantage, Altaïr va alors éliminer son maître et récupérer l'artefact, celui-ci révélant l'emplacement des autres orbes d'Éden partout dans le monde. Les Templiers étant alors satisfaits de cette ultime découverte, ils songent alors à se débarrasser de Desmond, qui désormais n'a plus aucune utilité. Mais il est sauvé in extremis par Lucy, qui persiste à dire que le pauvre gars pourrait encore servir. Son exécution n'est donc que partie remise. Alors que la pièce se vide et que tous l'abandonnent à son sort, Desmond découvre alors qu'il peut utiliser la vision d'Aigle, pouvoir hérité d'Altaïr, et retournant se morfondre dans sa chambre, il découvrira alors, inscrit avec du sang sur les murs, d'étranges messages laissés par son prédécesseur, le mystérieux Sujet 16. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas commencé par un scénario facile. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le premier Assassin's Creed baigne dans une intrigue absolument génialissime, parfaitement crédible et pensée pour alimenter les délires complotistes de ses joueurs. On ne se mentira pas là-dessus. Mais le contre-coup, c'est que j'ai assez peu de choses à dire sur le scénario en lui-même. Les personnages sont intéressants, l'histoire est vachement cool, et tout nous laisse à penser qu'on vient de mettre le doigt dans un engrenage plurimillénaire et à des années-lumière de tout manichéisme. Altaïr fait partie des assassins, une secte, et j'insiste bien sur le mot secte. Alors certes, ils veulent permettre à chacun d'accéder au libre arbitre, mais au prix de celui de ses membres. Là où les Templiers réclament la fin totale du libre arbitre, là encore dans un même idéal de paix. Qui a vraiment raison? Est-ce que le libre arbitre est une bonne chose s'il nous pousse encore et toujours à faire la guerre? Est-ce que les assassins sont si parfaits que ça? Est-ce que les Templiers sont des ordures à ce point? Eh bien, pour toutes ces questions, on ne peut pas vraiment dire que c'est complètement vrai ou intégralement faux. Et c'est ça la force de ce jeu. Et ce qui renforce encore plus cet aspect, c'est le système des confessions. Pour vous décrire le truc, chaque fois que vous éliminerez une de vos cibles, le temps s'arrêtera, pendant lequel cette personne vous expliquera son ressenti, son regret ou son absence de regret. Même s'il y a eu des ennemis que j'ai été heureux de finir par tuer, une fois leur gorge tranchée, je finissais par me dire « Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que cette personne méritait vraiment la haine que je lui accordais ?» Tout au long du jeu, la plupart des confessions que vous recevrez seront ainsi. Vous ne pourrez pas vraiment en vouloir à la personne que vous avez tuée. Ce seront généralement des gens qui auront fait de mauvais choix, ou qui étaient persuadés que leurs actes pouvaient servir une plus noble cause. Suis-je différent de ces précieux écrits? Je suis moi aussi. Une source de savoir qu'au fond de toi tu désapprouves. Et pourtant tu as bien hâte de m'éliminer. Je le fais pour le bien de tous. C'est un petit sacrifice. Pourtant ne sont-ce pas d'anciens écrits qui ont inspiré les croisés? D'anciens écrits qui ont mis Salah ad-Din et son armée dans une rage légitime? Ces textes sont un fléau pour l'humanité, car ils appellent la mort. C'est un petit sacrifice que je faisais moi aussi. Et ça, c'est une question intéressante. Est-ce que les choses se seraient améliorées? Est-ce que le but pour lequel ils œuvraient avait de vraies chances de fonctionner si vous les aviez laissés vivre? L'univers n'est pas manichéen pour un sou. Altaïr fait partie d'une confrérie d'assassins, certes, luttant pour que le monde entier bénéficie d'un libre arbitre, c'est cool, mais pas tant que ça. Altaïr se heurte régulièrement à Al-Mualim, son vieux mentor, qui lui réclame une fidélité sans faille ainsi qu'une foi quasi aveugle. Fais attention, mon garçon, je n'aime pas ce ton-là. Et moi, je n'aime pas qu'on me trompe. Je t'ai offert une chance de retrouver ton honneur perdu. Pas perdu, dérobé, par vous.
et vous m'obligez à le retrouver comme un vulgaire chien. Je vais devoir te remplacer. Dommage. Je fondais beaucoup d'espoir sur toi. Et je ne parlerai même pas des incohérences dans leurs propres préceptes, qui ne choquent personne. Et vous savez où on retrouve ce genre d'aveuglement? Chez les fanatiques religieux. Certains font le mal par ignorance ou par peur. Ces hommes peuvent être sauvés. Tu sers Garnier? Il m'oblige à tenir ce discours pour que les habitants ne se révoltent pas. Je te remercie pour ces informations. Tu vas me laisser partir? Si je le pouvais. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. Ça ne sera pas très difficile. Vous ne me croyez toujours pas? Pourquoi Altaïr en est là, rappelez-vous? Parce qu'il n'a pas respecté le credo des assassins. Quelle a été sa punition? La mort. Même pas de procès, rien. Tu trahis, tu meurs. La seule et unique raison pour laquelle Altaïr n'a pas été sucré les fraises, c'est parce que c'est le meilleur, et qu'on va pas se débarrasser de son meilleur tueur. Lui a droit à une seconde chance, les autres non. D'autant que ça rend les actions d'Altaïr encore plus incohérentes. Pour l'exemple, chaque fois que vous arriverez à proximité d'une cible à abattre, vous n'aurez d'autre choix que d'assister à une cinématique, dans laquelle vous êtes toujours libre de vos mouvements. Sauf qu'Altaïr, même s'il n'est séparé de sa cible que par 2 pecnos et 1 cm de vide, ne tentera pas d'exécuter sa cible, qui est sur le point de tuer un innocent. En revanche, il est beaucoup plus simple d'attendre qu'elle arrive dans un endroit infesté de gardes, où vous n'aurez d'autre choix que de vous précipiter sur lui le plus vite possible pour lui planter votre lame dans la gorge. Après, on pourrait aussi venir critiquer le système d'histoire d'Assassin's Creed. Comme vous l'avez compris, nous voyageons près de 1000 ans en arrière, afin d'éliminer des individus parfois renommés de la vieille Europe. Ou pas. Pour avoir fait mes recherches, c'est du bullshit. Je n'ai trouvé aucune information sur la plupart des personnages utilisés, et pour ceux qui ont bel et bien existé, parfois ça respecte absolument pas les circonstances ou les dates de la mort. Et vous savez quoi? Ben on s'en fout! Parce que comme Vidic le dit lui-même... Les livres, la correspondance, les documents qui remontent à cette époque, tout est en parfaite contradiction avec ce que l'Animus restitue. Écrire un livre est à la portée de tout le monde. Puis-je vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on lisait partout que la Terre était plate. Pour certains, elle l'est toujours. Et ceux-là défendent leur théorie bec et ongle. D'autres affirment qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Le livre parmi les livres ne prétend-il pas que la Terre a été créée en 7 jours? Et c'est le plus vendu. Où voulez-vous en venir? Au fait que vous ne devriez pas croire tout ce que vous entendez, ce que vous lisez. Votre ancêtre lui-même n'affirmait-il pas que rien n'est vrai? Et que tout est permis? Exactement. Le jeu n'est pas là pour nous offrir une vérité absolue. Il part de son délire, et même s'il essaie de se montrer aussi cohérent que possible, il ne va pas non plus déformer son jeu de manière à ce qu'il respecte l'histoire à la lettre. Cependant, le jeu a un énorme défaut. Il n'aurait pas dû être un jeu vidéo. Alors certes, pour son époque, il a été novateur sur pas mal de points, mais sa répétitivité avait déjà été pointée du doigt dès les premières heures. Mais c'est pas ça mon vrai problème. Le souci, c'est que le scénario est parfaitement logique et cohérent si on le prend seul. Mais à partir du moment où on le mêle au gameplay, là on va avoir du mal. Entre le côté bourrin immortel et tout-puissant du personnage et les incohérences de gameplay que je vous ai citées, par exemple, Altaïr est censé être un assassin d'élite. Sauf que vous n'avez qu'une seule et unique manière de vous servir de votre lame secrète, c'est d'être au même niveau que votre cible, et que celle-ci ne soit pas alertée. Si tel n'est pas le cas, vous devenez soudain une lopette incapable de porter un seul coup fatal, vous contraignant à fuir, sauf que l'intégralité des soldats ayant suivi le même cursus d'acrobate que vous, je ne vous cache pas que ce sera long et chiant, ou alors vous pouvez vous contenter de dégainer votre épée et l'agiter jusqu'à ce que plus rien ne bouge. Et c'est pareil avec les abus de pouvoir des militaires sur les femmes et les religieux. On va pas se mentir, il y a des connards partout, et les soldats qui profitent de leur position pour marcher sur les plus faibles, il y en a forcément. Mais là c'est quand même un peu abusif. Vous pouvez pas faire 3 pas sans tomber sur une personne qui se fait maltraiter par les gardes. Honnêtement, je pense qu'Assassin's Creed aurait dû être un roman, ou un film, ou une série, mais clairement pas un jeu vidéo. On sent que le scénario de celui-ci a dû être tordu pour s'adapter aux idées de gameplay des développeurs, et c'est clairement pas un avantage pour lui. Mais heureusement, l'originalité du jeu et la puissance de son scénario en ont fait une force incommensurable, ce qui lui a permis son incroyable succès. Et il a fait de quoi? Je le pense très sincèrement, il suffisait juste de faire un bon nettoyage du gameplay pour se retrouver avec un jeu vidéo parfait. Et il semblerait que les développeurs aient eu la même idée, puisque débarquera alors 2 ans plus tard, en 2009, le successeur direct d'Assassin's Creed, Assassin's Creed 2. Un successeur que nous étudierons prochainement dans un prochain épisode des Chroniques Vidéoludiques. Bonne soirée à tous, et à bientôt à bord de l'Universalis.